Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Marc-Jean Geysels. Bonjour. Bonjour. Député bruxellois, bourgmestre de Forêt. Je voudrais parler avec vous de la position du PS sur pas mal de dossiers qui touchent à la radicalisation ou au terrorisme. On a parfois l'impression que le PS n'a pas le même avis que les autres partis, évidemment que la majorité fédérale, ça je peux comprendre, même parfois que le CDH. Prenons l'exemple de ce dossier sur les travailleurs sociaux dont on va voter demain sans doute à la Chambre la levée du secret professionnel. Voilà comment explique Denis Ducarme, c'était ici à votre place. Il défend cette position, on va l'écouter. Il s'agit naturellement que ces responsables sociaux soient formés. Le ministre Borsu et le ministre de Bloch se sont engagés à leur produire une formation, à les outiller afin de pouvoir leur dire voilà un signal faible, c'est ça que vous devez communiquer. Ça sera sans doute très rare. Mais peut-être que même si c'est très rare, dans un certain nombre de cas, ça pourrait éviter le pire. Alors, s'il y a un cas de suspicion légitime de radicalisation, de terrorisme, pourquoi ne pas lever le secret professionnel ? Mais je ne sais pas s'il faut bouleverser les choses et toucher au pilier essentiel de notre démocratie. Donc, on est tous d'accord qu'il faut lutter de manière efficace contre ce fléau, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, on a déjà des armes. Il y a ce qu'on appelle en droit l'état de nécessité. L'état de nécessité, ça permet à quelqu'un d'être délié du secret professionnel quand il met en balance deux valeurs essentielles. Par exemple, un assistant social qui aurait connaissance de faits qui pourraient déclencher un danger imminent serait automatiquement délié du secret professionnel. Donc il y a toute une série de mécanismes aujourd'hui qui fonctionnent déjà en droit. Alors est-ce qu'il faut, chaque fois qu'il y a un problème, légiférer à nouveau et risquer de toucher à des choses essentielles ? Je pense que la position du MR, est-ce qu'elle est... C'est pas que le MR. Oui, non, mais la position de monsieur, défendue par M. Ducarme, d'ailleurs là, il ne parle pas de la levée du secret professionnel, il parle de la formation des assistants sociaux à des dangers imminents, va aussi peut-être risquer cette perte de confiance qui, à un moment, peut être un lien social qui permettrait de reprendre quelqu'un qui aurait tendance à partir vers des extrêmes, ce qu'on doit évidemment éviter au maximum. Et je crois qu'avant la répression et l'aspect judiciaire, il y a tout l'aspect préventif où l'assistant social a un rôle de confiance qui doit être maintenu. Donc en levant même partiellement ce secret professionnel, on risque de faire pire que bien, c'est ça ? Je pense que c'est extrêmement dangereux et qu'encore une fois, il ne faut pas basculer dans les slogans simplistes. Et j'ai lu avec beaucoup d'attention une carte blanche du papa d'une victime et je comprends tout à fait sa position et je comprends son interrogation. Je crois simplement que aujourd'hui, avec le système qu'on a, et il y a certainement des choses qui doivent être perfectionnées, on peut arriver à un résultat très efficace sans tout bouleverser des principes fondamentaux qui vont après remonter peut-être dans d'autres domaines. On va peut-être après vouloir toucher au secret professionnel de l'avocat, vous savez déjà que ça a été mis en cause, et puis le secret des sources pour les journalistes, qui sont très importants. Et d'ailleurs, il y a une des propositions défendues par le PS qui veut protéger les lanceurs d'alerte. Je crois que c'est vraiment important pour sauvegarder la démocratie, mais aussi pour lutter contre le fléau qu'est le terrorisme. À propos de ce fléau, vous avez vu la semaine dernière le ministre de l'Intérieur, Yann Yambon, et apparemment vous êtes mis d'accord pour que le plan Canal soit étendu à Forêt, comme 9e commune. C'est une demande que j'ai déjà faite à plusieurs reprises, donc il a marqué son accord de principe. Donc moi, j'ai rappelé aussi ce que je pensais, j'ai été très franc. Et vous étiez contre ce plan Canal ? Alors, j'ai été très franc avec lui, je lui ai dit, pour moi, le plan Canal, ce n'est pas une bonne formule, c'est le plan com de Yann Yambon. Je lui ai dit, la seule moyen efficace de renforcer les zones de police à Bruxelles et dans les grandes villes, c'est de modifier la norme KUL, et si on ne modifie pas la norme KUL, en tout cas, augmenter l'enveloppe, puisque ne fût-ce qu'avec les calculs actuels de la norme KUL, il manque à peu près 20% de budget qui devrait être rajouté par le fédéral. Ça, il m'a dit, c'est totalement impossible. Je lui ai dit, écoutez, j'ai fait une proposition. Ça va peut-être mettre un peu la Belgique en difficulté vis-à-vis d'accords internationaux, mais on doit acheter des F-16, on doit remplacer les F-16, qui coûtent une fortune. J'ai fait le calcul. Pour les zones de police bruxelloises ou pour le refinancement de la police, en n'achetant pas les avions, on pourrait la refinancer pendant 40 ans. Est-ce que ce n'est pas un choix à faire à un moment ? Gouverner, c'est aussi choisir, et tout choix est un renoncement, et de dire, plutôt que d'aller acheter des avions où on va finalement amuser la galerie sur le plan international par rapport à notre force, soyons quand même modestes et conscients des réalités, on pourrait
avoir des services de police qui fonctionnent mieux à l'avantage de l'ensemble des citoyens. Et Yann Yambon a dit d'accord. Non, il n'a pas dit d'accord. Il a même dit que s'il pouvait me suivre, il ne serait pas suivi par ailleurs. Donc voilà, la conversation était... Alors j'ai pointé toute une série d'autres mesures qui handicapent, et je lui ai dit aussi qu'aujourd'hui le système fonctionnait à l'envers, où c'était bien souvent les polices locales qui venaient en renfort du fédéral, alors que ça, ce n'est pas du tout la philosophie de base de la police intégrée. Il y a un texte qui va peut-être, au niveau du fédéral, améliorer votre travail. C'est aussi l'idée de permettre au bourgmestre de fermer des lieux en cas aussi de suspicion de radicalisme et de terrorisme. Alors, moi, j'assume totalement, et mes collègues bourgmestres, on assumera totalement les responsabilités qui nous sont données, mais il faut aussi qu'on nous donne les outils et les éléments d'information. Parce que bien souvent, enfin moi je donne toujours le même exemple, on fait des perquisitions, on organise des perquisitions sur notre commune qui peuvent éventuellement provoquer des réactions dans les quartiers, et on l'apprend tout à fait par hasard le lendemain matin par des habitants qu'on croise au marché en disant tiens, il s'est passé ça, et la police locale n'est même pas informée non plus. Donc je veux bien qu'on donne plus de responsabilités aux bourgmestres, je veux bien qu'on les intègre plus dans la lutte contre le terrorisme, alors il faut nous donner des moyens en conséquence et des informations correctes. Mais demain, quand il y aura le décumul total au PS et que vous ne pourrez plus être à la fois député et bourgmestre, qui va défendre les textes au Parlement au bénéfice des bourgmestres? Alors c'est une excellente question. Donc je peux comprendre tout le questionnement qu'on fait autour de cette problématique des mandats. Je voudrais simplement dire qu'aujourd'hui, ce qui a déclenché ce tsunami en matière de bonne gouvernance, ce n'est pas le problème d'un député bourgmestre qui cumulait, c'est des problèmes de gens qui ont exagéré manifestement, qui ont totalement dérapé dans les rémunérations qu'ils percevaient dans des entreprises ou privées ou semi-privées avec des fonds publics. C'est ça l'origine du problème. Et donc, moi j'ai toujours défendu le principe que dans les assemblées, il faut aussi des représentants locaux pour faire remonter l'information, pour faire monter la réalité du quotidien. Et d'ailleurs, tous les sondages le prouvent, les politiques qui ont encore le plus de confiance ou qui ont le moins de perte de confiance vis-à-vis du citoyen aujourd'hui sont les politiques de terrain. Et donc, écarter ces politiques de terrain du Parlement, je crois que ça va, à terme, susciter d'autres difficultés. Mais c'est le contraire de ce que dit le PS, puisque le PS dit qu'il faut un décumul dès 2018. Tout à fait. Donc, il y a eu un débat en interne, il y a et vous avez mouvement... perdu. J'ai perdu, enfin non, je n'ai pas pu faire valoir mon point de vue, donc je me soumettrai totalement à la décision de mon parti, qui veut aussi renforcer l'élu local. Et ça, c'est très important, parce que, et ça me fait très plaisir, évidemment, dans ce qui est mis en avant, c'est qu'on reconnaît l'importance de l'élu local en matière de cohésion sociale, en matière d'aide aux plus démunis, en matière de proximité de terrain. Et vous savez que pour moi, la proximité, c'est vraiment une chose essentielle. Mais Marc-Jean Geissels, quand vous devrez choisir entre député et bourgmestre, qu'est-ce que vous choisirez? Ça, je vous le dirai à ce moment-là pour être certain. Mais je pense que j'ai un attachement tel à la commune de Forêt que mon choix sera très rapidement fait. Il n'y aura plus beaucoup de députés, me semble-t-il. En Flandre, pour l'instant, l'affaire de nouvelle gouvernance, les suites de Publifin et maintenant Publipart, ça va dans tous les sens. Regardez, hier, par exemple, on a appris que l'homme politique le mieux payé de Belgique, c'est le président du Parlement, Siegfried Braque, et il était attaqué notamment par les journaux flamands ce matin, de Standard, et il a dû laisser tomber un mandat privé qu'il avait en plus, lui. Il avait un mandat chez Telenet. Sans absolument vouloir manquer de respect, mais j'ai envie de dire que c'est un drôle de coco quand même, qui donne énormément de leçons. Et puis finalement, quand on gratte un peu, on voit qu'il est toujours mal embarqué dans toute une série de choses. Encore une fois, et on l'avait déjà vu précédemment quand il était journaliste à la VRT et qui, en coulisses et en stummelings, on va dire, organisait et rédigeait les discours de la NVA. Mais je crois que tout ça est très mauvais pour le climat politique en général. Ça se passe aussi en Flandre. Donc on voit que finalement, ils ont les mêmes problèmes que nous. Ça se passe en France aussi, on le voit aussi très fort. Tout ça est un climat assez délétère pour le monde politique. Et c'est dommage que quelques-uns, ou le comportement de quelques-uns, noircissent finalement tout le monde. Et moi, ça me blesse terriblement parce que je pense que j'ai toujours, et j'exerce toujours mon mandat avec le plus grand respect des règles et dans un souci d'intégrité parfaite. Et je ne voudrais pas être sali par le comportement d'autres. Et donc je trouve qu'ils doivent être, ces comportements, soit sur le plan de l'éthique, soit sur le plan
judiciaires doivent être sanctionnés. Dans le cas de Siegfried Bach, dès qu'on a rendu public le prix finalement, enfin ce qu'il touchait comme conseiller de Telenet, il a tout de suite démissionné. Est-ce que vous ne trouvez pas que certaines personnes ont mis un peu trop de temps à démissionner de leur poste? Certainement. Certains n'ont pas encore démissionné ou n'ont pas encore rendu des comptes comme on leur demande. Mais bon, voilà, moi j'ai pas de... Ça ne se passe pas à mon niveau et je n'ai pas les moyens de les y contraindre. Je regrette peut-être qu'il n'y ait pas plus de volonté ou de force pour aller un peu plus vite dans l'aboutissement des procédures et des règlements de compte qu'on leur demande. Notamment au sein du Parti socialiste? Oh, je ne vais pas commencer à pointer tel ou tel parti. Alors, un dernier mot sur l'immobilier qui est en hausse. Par contre, les infos urbanistiques, parfois c'est un peu difficile. À Forêt, vous êtes arrivé à résorber le retard que vous aviez? J'avais toute une période, il y a déjà un peu plus d'1 an de ça, où j'avais énormément de plaintes des notaires, je le reconnais, où ça ne suivait pas, il y avait des difficultés pour les notaires et donc pour les acheteurs et pour les vendeurs qui devaient réaliser une vente. Et on a renforcé le service, on a réorganisé la délivrance des renseignements urbanistiques autrement. Et pour l'instant, je touche du bois, je ne sais pas s'il y en a en studio, mais ça se passe bien. Alors, évidemment, il n'y a pas assez de logements en région bruxelloise, à Forêt comme ailleurs. Et là, vous avez pensé au SDF, puisque le SAMU social a installé, il y a quelques jours, dans les locaux de l'ancien internat de l'Athénée Victor Horta, a installé un centre de refuge. Et il y a une trentaine de familles qui peuvent être tout à fait. Donc, on accueille, je crois, 129 personnes pour l'instant, dont environ la moitié d'enfants. Et donc, c'est le SAMU social qui a pris l'initiative. C'est Pascal Peretta qui a mené ça de main de maître, avec l'appui notamment de la communauté française, du ministre. Mais ça ne vous fait pas peur d'installer comme ça un centre dans votre commune? Moi, j'ai dit tout de suite, j'accepte, parce que je crois qu'il y a une situation de détresse humaine telle qu'on ne peut pas rester extérieur à cette problématique et qu'on doit s'investir là-dedans à plusieurs conditions. Je voulais associer le CPS, je voulais associer les riverains et je voulais organiser une rencontre avec les riverains. Le centre s'est ouvert fin décembre, on a pris un petit peu de retard et on a rencontré les riverains début janvier. On a distribué un tract de 800, dans 800 boîtes aux lettres et il y a une trentaine de riverains qui sont venus et ça s'est vraiment très très bien passé. Les gens ont été rassurés et les gens collaborent énormément. Et il y a une solidarité assez exceptionnelle vis-à-vis des résidents de ce centre. Et bravo aussi aux travailleurs de terrain du SAMU social. Ils font vraiment un travail remarquable. Malheureusement, ils ont chaque jour un peu plus de boulot et la situation est vraiment catastrophique. Merci Marc-Jean Guessels. Avec plaisir. Demain, Stéphanie Meyer recevra Alda Gréoli. D'ici là, bonne journée, bonne soirée.